Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, www.campusil.com et comme chaque premier samedi du mois, entre midi et 13h, vous retrouvez le magazine Ondes de Chine. Dans cette émission aujourd'hui, nous aurons le plaisir de diffuser une interview du réalisateur Jean-Christophe Yu. Jean-Christophe Yu, bonjour. Donc vous êtes réalisateur. Vous avez récemment réalisé un long documentaire qui s'appelle Sur la piste de Yubin. Voilà, oui. Alors c'est à la fois une saga familiale, on va dire, et aussi un document historique en grande partie. Oui. En fait, je me suis servi du destin, je vais parler comme ça, de mon propre grand-père, pour évoquer à travers lui un destin collectif. Donc ce qui m'intéresse à travers la vie de mon grand-père, que j'ai découvert par ailleurs, c'est ce que devenait la Chine, ses rapports avec l'Occident, les jeunes étudiants chinois, le passé, le présent, mais aussi le futur. Donc à travers un homme, c'est un destin vraiment collectif qui m'intéresse. Il ne s'agit pas du tout d'un regard nombriliste, je vais dire, d'un regard sur le sort uniquement de mon propre grand-père que je respecte plus que jamais maintenant, que je l'ai vraiment découvert. Mais c'est vraiment une globalité humaine sans prétention, mais je vous dis ce qu'il en est de mes motivations profondes que j'ai abordées, que j'essaie de retracer à travers ce long métrage documentaire, oui. Alors c'est vrai que ce documentaire, on peut dire, est très riche puisqu'il fait appel à des informations, des données, des documents qui sont quand même assez rares. Enfin, je ne les ai pas vus pour la grande partie d'entre eux. Oui, il y a des choses que j'avais chez moi, bien entendu, principalement les lettres de mon grand-père qui m'ont servi de fil pendant une grande partie du film, la deuxième partie plus singulièrement. La première partie du film, s'agissant donc de sa présence en Europe, en France et en Belgique dans les années 20, j'avais très peu de choses, voire quasiment rien, de sorte que j'ai dû faire là vraiment un vrai travail d'historien et parcourir les centres d'archives de Belgique ou de France. Je pense singulièrement à Lyon, où la communauté chinoise a laissé des traces importantes. Armé de la bourse que la Société des auteurs, la SCAM, m'avait donnée, j'ai pu aller quelques jours à la bibliothèque municipale de Lyon, et au Fonds chinois, j'ai découvert des archives vraiment très très intéressantes concernant la globalité, la collectivité chinoise de l'époque notamment, et parfois plus particulièrement mon propre grand-père. Donc j'ai vraiment là retrouvé des traces qui n'étaient pas évidentes par ailleurs, et des choses par ailleurs souvent méconnues des Chinois eux-mêmes. Donc on va maintenant parler de votre grand-père qui est quand même un personnage atypique et qui s'inscrit quelque part dans l'histoire, notamment l'histoire de la Chine, mais bien sûr un peu aussi en France où il a vécu. Voilà, donc il a débarqué en France dans les années 20 sur un bateau qui s'appelait le Porthos, avec beaucoup d'étudiants chinois, et parmi eux, sans doute, y avait-il Xu Enlai, qui est l'ancien premier ministre de la République populaire de Chine, très connu à l'époque, encore connu un petit peu aujourd'hui, en tout cas c'est une personnalité importante. Donc mon grand-père débarque un petit peu dans cette période-là, et il est envoyé en fait par des mouvements progressistes intellectuels chinois qui veulent envoyer en France principalement des jeunes étudiants chinois pour faire des études, apprendre des choses, puis revenir au pays pour participer à la reconstruction du pays, participer à la construction de la Chine, et en l'occurrence d'une Chine moderne. Donc il a débarqué avec à peu près 3000 étudiants chinois, ça s'était allé sur des années bien entendu. Et pourquoi la France ? Parce que la France était réputée à l'époque, elle est toujours aujourd'hui en grande partie, à tort ou à raison, malheureusement souvent à tort, je le regrette beaucoup, elle était réputée pour ses qualités d'accueil, d'ouverture à l'étranger, puis par ailleurs c'était la République française, le pays de la Révolution, le pays des Lumières, donc il était entendu que les étudiants chinois éclairés avaient intérêt, avaient l'intention, avaient très envie de venir découvrir la France, quoi. Ça n'a pas toujours été simple, bien entendu. Mais c'est dans ce contexte-là que mon grand-père débarque avec beaucoup d'étudiants chinois. Il y avait Xu Enlai, bien entendu, mais il y avait aussi Deng Xiaoping, qui fut plus tard le grand dirigeant de la Chine populaire. Alors ces étudiants chinois étaient venus au départ pour faire des études en France et aussi pour, on va dire, se construire une certaine idée du monde, voire une idéologie.
Une idéologie, c'est un peu... l'idéologie, en tout cas, pour les étudiants qui débarquent en majeure partie en France, sont des gens qui ont été envoyés par des mouvements, des intellectuels, qu'on va dire progressistes chinois, donc qui veulent vraiment que les jeunes, ayant appris à l'étranger, reviennent au pays pour participer à la reconstruction du pays, dans une perspective autre que celle qui avait été suivie pendant des siècles et des millénaires. Bien entendu, il s'agissait dans leur esprit de dépasser le côté séculaire, le côté traditionnel de la Chine, héroïque par ailleurs, mais complètement dépassé en cette période du XXe siècle, quoi. Voilà, c'est ça l'enjeu vraiment au départ. Alors après, ce qu'il en est devenu, c'est encore une autre histoire. Alors ces étudiants, comment étaient-ils vécus en France et notamment est-ce qu'ils faisaient l'objet d'une certaine surveillance? Mais progressivement, oui, dans la mesure où certains ont tenu à se mobiliser, donc de faire au-delà de leurs études des manifestations. Il s'agissait pour eux vraiment de faire en sorte que la Chine soit reconnue, soit respectée, ne soit plus comme elle l'était depuis trop longtemps et qu'elle l'était toujours à l'époque, un pays vassalisé, un pays occupé par l'étranger. Donc il était important pour eux de dire ça suffit maintenant, nous sommes un pays important, nous voulons que la Chine soit respectée et nous nous mobilisons pour ça. Donc d'une part nous faisons des études, c'est entendu, mais en plus nous participons à des mouvements politiques et c'est dans ce cadre-là que les mouvements nationalistes, mais là dans le bon sens du terme, ont émergé et à côté d'eux a émergé aussi le Parti communiste chinois d'Europe sous l'instigation principalement de Xu Enlai d'ailleurs. Donc il y a une grosse mobilisation. Il s'agissait d'un tout, les études et la mobilisation politique, c'était un tout dans l'esprit des jeunes Chinois de l'époque. Mais cet esprit-là se retrouve aujourd'hui encore dans beaucoup beaucoup d'esprits de jeunes étudiants qui viennent de partout dans le monde de nos jours. C'est un peu la même chose qui se passe. Ce que j'évoque à travers Yubin, en fait, c'est le destin d'un immigré chinois en l'occurrence, mais qui rencontre le destin quelque part de tous les immigrés, du monde et de tous les temps. Quand j'ai préparé ce film, je suis en rapport régulier avec une famille russe dagestanaise avec laquelle j'échange ici à Liège. Et quand ils me parlent de leur propre famille, quand ils parlent de leur propre destin, leurs propres difficultés, leurs propres espoirs, je rencontre chaque fois mon grand-père. Je leur dis, vous ne savez pas à quel point vous me renvoyez à mon projet de film. Il s'agissait encore à l'époque d'un projet. Vous ne savez pas à quel point, quand vous parlez de votre propre famille au Daghestan, de votre propre sort ici en Belgique, en Europe, vous me renvoyez au destin, au film que j'essaie de réaliser. Donc c'est un propos assez universel finalement que j'évoque. Néanmoins, on traite aujourd'hui de cette problématique de la Chine sur cette antenne et vous indiquez à un moment donné l'influence de l'Église catholique. Oui, tout à fait. Dans la mesure où les jeunes Chinois, c'est le contexte, c'est les années 20, donc la révolution soviétique vient d'avoir lieu, les mouvements progressistes communistes sont en train d'émerger un petit peu partout dans le monde, donc il est important pour l'Église de se démarquer par rapport à cela et d'elle aussi marquer de son empreinte l'esprit des jeunes Chinois qui étaient souvent, à ses yeux, en dérive, en tout cas qui était l'objet de l'attention des mouvements révolutionnaires. Donc c'est important pour l'Église à l'époque de se démarquer et de dire aussi nous sommes là. Alors dans cette démarche-là, il y avait un personnage parmi d'autres, un personnage important qui s'appelait le Père Leb, qui est un prêtre belge qui a vécu longtemps en Chine et qui était rappelé par l'Église pour s'occuper en Belgique mais aussi en France des jeunes Chinois considérés en errance par la hiérarchie catholique. Et le Père Leb s'est occupé notamment de mon grand-père, qui l'a aidé matériellement, moralement. Donc il s'agissait en l'occurrence ici d'un personnage de chrétien, mais à la fois intéressé, si je puis dire, puisque l'Église avait des intérêts à défendre en France, en Europe, mais aussi en Chine, mais un personnage en même temps tout à fait sincère. C'est un bonhomme qui a pris la nationalité chinoise et qui a fini par porter un nom chinois. Lei Mingwan, le tonnerre qui sonne loin, si je me trompe pas dans la traduction. Donc c'est un personnage tout à fait fascinant qui a participé à la présence des jeunes Chinois en Europe, en France, en Belgique, lesquels vivaient d'une manière très très difficile évidemment, hein, c'était pas simple. Il a fait ce qu'il a pu, mais les conditions d'existence des jeunes Chinois, des jeunes étudiants étaient vraiment très difficiles à l'époque. Je ne sais pas s'ils ont changé partout, en tout, et toujours en bien aujourd'hui. Ça, c'est encore une autre question. Donc,
votre grand-père puis votre père font partie de ce documentaire. Vous avez restitué une grande partie de leur histoire et peut-être répondu à vos propres interrogations. On peut repréciser un petit peu la famille dont vous êtes issu et dont vous témoignez de l'histoire. Voilà, donc, en faisant des recherches, enfin ça faisait longtemps que j'avais ça dans la tête, bien entendu, j'ai un nom chinois, donc ça m'a toujours trotté dans la tête, et il se fait que un déclencheur important a été en 1972 la visite du premier ambassadeur de Chine en Belgique dans ma maison, donc je vois chez moi, je reviens de l'école un jour avec ma sœur Véronique, et je rentre chez moi, qu'est-ce que je vois? Enfin d'abord, à l'extérieur, il y a des voitures officielles, il y a la police, il y a les voisins qui sont dehors, qui se demandent ce qui se passe. Je pousse la porte d'entrée de la maison et qu'est-ce que je vois? Des officiels chinois en train de discuter avec mon père. Ça m'a marqué, bien entendu. Je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait à l'époque. J'ai compris beaucoup plus tard en réfléchissant comme adulte puis en faisant des recherches. Mais ça a été un déclencheur important. Et puis par ailleurs, un autre déclencheur, parmi d'autres, c'était il y a quelques années, peu avant sa mort, sentant ces dernières heures arriver, sans doute, mon père me confie les lettres de son propre grand-père, donc du courrier, des dizaines de lettres, parfois écrites sur du papier de riz, selon parfois un caractère. Il y avait aussi des lettres aussi de mon arrière-grand-père, notamment une lettre que j'ai filmée, qui est dans le film, en calligraphie. J'ai montré ça à des spécialistes d'écriture chinoise qui m'ont dit, ton arrière-grand-père avait une écriture fabuleuse, quoi. Au point de vue de la qualité plastique. Donc mon père me donne tout ça il y a quelques années, puis je prends ça comme un cadeau merveilleux. Je rentre chez moi, je lis un petit peu sur le sujet, et puis je suis pris, je m'installe dans mon lit dans ma chambre et je passe des heures, plusieurs jours à lire, à classer ce courrier. Et à travers ce courrier de mon propre grand-père, je découvre non seulement un homme en chair et en os, ce n'est plus une abstraction, c'est un homme en chair et en os. Puis je revois défiler derrière ce courrier-là toute l'histoire de la Chine d'après Deuxième Guerre mondiale pour l'essentiel, après la Révolution. Et je me rends compte à quel point il y avait une interconnexion entre les deux, la vie de mon grand-père et l'histoire de la Chine. Donc j'ai vu vraiment un film apparaître à ce moment-là. Mon grand-père n'était plus une abstraction. L'histoire de la Chine n'était plus seulement des connaissances livresques ou théoriques, mais devenait quelque chose de tout à fait tangible, de tout à fait charnel. Donc à partir de là, l'idée d'un film s'est imposée de plus en plus à moi et je me suis embarqué dans une histoire qui m'a pris quelques années. Voilà, pour faire court sur la genèse de ce film. Donc, votre grand-père est rentré en Chine, pourquoi? Voilà, alors mon grand-père est rentré en Chine début des années 30. Il recevait toujours du courrier de son propre père, son propre père, Yu Wandong, lui écrit de temps en temps de Chine pour lui donner des nouvelles de la famille, mais aussi en l'occurrence dans une des lettres que j'évoque pour s'inquiéter non seulement du sort de mon propre grand-père installé alors en Belgique, à Liège en particulier, mais aussi pour lui faire état de la situation familiale. Et la situation familiale était une mère qui est malade, une grand-mère qui est malade, et une précarisation montante dans la famille. Et mon arrière-grand-père écrit à mon grand-père pour lui demander quelque part de revenir. Reviens m'aider, j'aimerais que tu m'aides pour la famille, pour vivre, etc. Il s'adressait à son fils, le seul membre de la famille à l'étranger, mais aussi l'aîné de la famille. Donc mon grand-père s'est senti appelé évidemment par son propre père. Il était très certainement aussi préoccupé par ce qui se passait en Chine. C'est une époque vraiment très 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 difficile, une époque de guerre et de révolution. Donc il a été tiraillé à un moment donné. Il s'est senti obligé moralement de retourner dans sa famille en Chine, mais à l'époque il était aussi quelque part lié à l'Europe, lié à la France, lié à la Belgique, puisque mon père venait de naître, mon père était petit, il avait des obligations familiales. Il avait une épouse, donc il avait des obligations à rencontrer en Europe également. Voilà, le contexte a fait donc, et par ailleurs, mon grand-père n'arrivait pas à trouver de travail en Belgique, malgré ses études d'ingénieur, comme beaucoup d'immigrés à l'époque, beaucoup. Donc tout ça, mis l'un dans l'autre, il a pris la décision de rentrer en Chine avec l'espoir d'y emmener son fils. Au début, j'imagine qu'il y a eu des discussions avec ma grand-mère et que, vu le contexte chinois, ils ont décidé d'un commun accord de dire, Yubin, tu rentres, mon amour, sans doute, ma grand-mère dit sans doute à mon grand-père, mais pas avec le petit.
Ils se sont quittés. L'espoir a été que pendant des années qui pourrait faire venir le fils et ma grand-mère en Chine un jour, mais les choses ne se sont pas passées comme ça. La vie et l'histoire en ont décidé malheureusement autrement. Donc Jean-Christophe Yu, votre grand-père, une fois rentré là-bas, continue d'écrire à son fils, bien sûr, oui. Et d'expliquer un petit peu la situation au fil du temps. Et puis à un moment donné, ça devient très compliqué, et un jour même, ce n'est plus lui qui écrit les lettres. Voilà, on est allé donc bien après la Révolution. Hein, les premières lettres de Yubin après la Révolution sont assez enthousiastes. Hein, il est confiant dans l'avenir de la Révolution. L'équipe de Mao Tse-tung s'est installée, donc il y a beaucoup d'espoir qui existe en Chine, mais en Europe et en France aussi. C'est l'époque aussi où des Chaplin et des Gérard Philippe, le grand comédien français, s'enthousiasment de manière très sincère pour la Chine. Donc beaucoup d'espoir existe à travers le monde, et les lettres continue comme ça pendant quelques années, et puis progressivement les lettres deviennent un peu plus taiseuses sur ce plan-là. Mon grand-père insiste davantage sur les réalités familiales. Comment vas-tu, mon fils, en Belgique? Tes enfants qui grandissent, je suis content. Comment ça se passe? D'abord mon frère aîné, comment se passent les choses avec ta femme? Je suis heureux que tu te maries, que tu aies un enfant. J'espère que les choses vont bien. Et puis progressivement le discours de mon grand-père devient plus sibyllin, beaucoup plus taiseux s'agissant de son propre sort, s'agissant de la Chine. Et puis à un moment donné, il n'y a plus rien. À tel point que mon père s'inquiète, il essaie de renouer contact. Que se passe-t-il, mon père? Raconte-moi ce qui se passe. Et c'est une de ses tantes qui lui répond, en lui disant, ton père ne peut pas te répondre pour l'instant, mon cher neveu Georges, il est occupé, mais comment vas-tu? Ton enfant, ta femme, ta vie, ton métier, comment vas-tu? Et progressivement, les choses, à force d'insister, mon père essaie d'en savoir davantage et finit par comprendre un petit peu ce qui se passe, parce que cette tante aînée, donc une sœur de mon grand-père, finit par lui répondre, écoute, voilà, je ne t'ai pas dit la vérité depuis un certain temps, je dois maintenant te dire ce qui se passe. Ton père n'a pas été très très correct, il a dit des choses qui ne sont pas bien pour la Chine. Il répand des fausses rumeurs, et pour cette raison-là, il a été mis dans un endroit, un centre de rééducation, voilà, par le travail. Donc mon père apprend à ce moment-là qu'il est voilà. Donc à partir de ce moment-là, on imagine le passage difficile de votre grand-père. D'ailleurs, il décède à un moment donné. Oui. Et ça, vous l'apprenez, la famille l'apprend un peu par hasard, on va dire. On l'apprend plus tard, oui, effectivement, oui. Le fait qu'il ait été après remis, on lui a redonné ses droits en quelque sorte, on l'a réhabilité, c'est bien ça? Voilà, c'est bien ça, oui. Donc c'est bien plus tard, après son décès. D'abord, mon père subit des silences vraiment insupportables, à tel point qu'il écrit du courrier pour insister. Où est mon père? Une de ses lettres, des formules de une de ses lettres est: où est mon père? Où est mon père? Où est mon père? Et le silence a régné pendant très longtemps. Et un jour, après que les deux parties de la famille, en Chine et en Europe, les relations aient été stoppées par la force des choses, mon père est envoyé par hasard, pour un reportage pour la télévision belge. Il était réalisateur à la télévision belge. Il est envoyé en mission en Chine en 1987. Il ne rencontre évidemment personne puisqu'il ne connaît personne. En revenant en Belgique, il apprend la visite de quelqu'un de la famille, d'une tante et d'un oncle qui ont laissé une adresse à tout hasard à l'ambassade de Chine, voilà. Et on contacte mon père pour dire, voilà, il y a des gens de la famille qui ont laissé un contact. Et les renouements ont lieu à partir de ce moment-là, quoi. On commence à réécrire, à se redonner des informations. Et là, mon père apprend effectivement comment son père a disparu, est mort. On lui apprend, voilà, ton père était dans un centre de rééducation, dans un camp de travail. Il faut que tu saches, mon cher neveu, c'est une autre tante, hein. Il faut que tu saches, mon cher neveu, que c'était l'époque où les ultra-gauchistes étaient au pouvoir et des décisions vraiment épouvantables ont été prises et ton père est allé en prison à ce moment-là, voilà. C'est ce qu'on apprend à cette époque-là. Mais tu dois savoir aussi que depuis l'avènement du nouveau pouvoir, c'est-à-dire l'époque de Deng Xiaoping en l'occurrence, le Parti communiste chinois a revu sa politique et ses décisions anciennes et y a réhabilité ton grand-père
la maison familiale a été rendue à la famille, tu dois maintenant être serein, tu dois être presque heureux aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça que les choses se refont. Il n'a pas encore appris à ce moment-là que mon grand-père, en fait, s'est suicidé dans un camp de travail. Il a appris en insistant, il y a quelques années seulement, en écrivant à une de ses cousines. Il avait sans doute un dernier doute. Il voulait savoir comment mon père est-il mort? Comment mon père est-il mort? Et l'une de ses cousines lui répond, en fait, voilà, je dois te dire ce qui s'est passé. Effectivement, il est mort dans un camp de travail, mais il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Nous ne voulons pas te le dire pour ne pas te faire du mal, pour ne pas que tu penses du mal de la Chine, que nous aimons beaucoup, mais ton père s'est suicidé dans le camp de travail. Voilà, j'ai interrogé ma mère, dit cette cousine-là, et voilà la vérité. Voilà. Et ça, on l'a appris il y a quelques années avant la mort de mon propre père. Donc cette visite en Belgique... De ma tante chinoise, en l'occurrence. Oui. Là, il s'agissait vraiment d'une visite de travail d'une autre sœur de Yubin et de son mari, qui étaient tous deux médecins, qui faisaient une tournée en Europe, une tournée de travail, une tournée de scientifiques. Et ils sont passés par Paris. Ils savaient que mon père avait vécu à Paris. Et dans le journal L'Humanité, ils lancent une petite annonce. Ils appellent à retrouver les traces de Georges Yu, qui était membre du Parti communiste français, qui était chinois, qui était réalisateur, qui était comédien, et il s'est devenu avec lui, mais il n'y a pas de réponse du tout. Et en tournée à Bruxelles, il contacte aussi pour le principe l'ambassade de Chine, et il laisse une adresse, il laisse un contact. Et c'est de retour en Belgique que mon père est contacté par l'ambassade de Chine. Mon père était un peu connu à l'époque, il était réalisateur assez connu à la télévision belge, et on le contacte. Et on lui dit, voilà, des personnes sont venues et voici une adresse et vous pouvez écrire éventuellement. Et là, mon père commence à écrire et le courrier recommence entre la Chine et la Belgique à cette période-là. Donc, il s'agissait d'une tournée vraiment de scientifiques à l'époque. Ça n'avait rien de protocolaire du tout. Donc, Jean-Christophe Hu, ce film est sorti, il a déjà été présenté, oui. Il a eu l'appui de la télévision belge, oui. Notamment, et il circule aussi en France, à Paris notamment. Voilà. Oui, il a déjà été diffusé à la télévision belge plusieurs fois. Il devrait l'être encore prochainement, apparemment, vu le succès d'audience du film. Il a fait l'objet de premières et de présentations déjà en Belgique. Et j'entame maintenant, si je puis dire, un voyage en France qui sera, j'espère, le plus long possible. Il sera présenté prochainement à Paris, et effectivement au Ciné 32, dans Paris 14e, le 12 mars prochain, et le film sera présenté aussi au festival Itinérance d'Alès où il a été sélectionné et où je serai par ailleurs présent, et si je me trompe pas des dates, c'est entre le 18 et le 21 mars que je serai présent. Là, c'est dans le sud de la France, c'est beaucoup plus loin que chez vous. Et par ailleurs, d'autres tournées aussi du côté d'Orléans et d'autres choses qui viendront, et peut-être, j'espère aussi à la télévision française un jour ou l'autre, le moins tard possible. Voilà. Donc on rappelle, Jean-Christophe Hu, que ce film a pour titre Sur la piste de Yubin, voilà. Qu'il est, on va dire, assez long, 1h44 à peu près, mais que le temps passe très très vite. Oui. Voilà, en le regardant, il est très bien construit, il est hyper documenté, donc rigoureux, avec un regard qui n'est pas de condamner. La Chine, c'est l'histoire qui se développe avec les aléas de beaucoup de sociétés quand elles traversent des moments de mutation. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Ce film-là ne prend le parti en fait de personne. Il ne s'agit pas de juger les choses, il s'agit d'évoquer les choses et de regarder par rapport aux faits historiques les choses avec un certain éloignement. Ce qui s'est passé autour de mon grand-père ne me ravit pas, bien entendu. Je suis attristé a posteriori de la disparition de mon grand-père dans ces conditions-là. Il n'est pas le seul, il y a eu des millions de personnes l'histoire de la Chine est une histoire à la fois magnifique et complètement tragique en même temps. Mais ce que je voudrais aussi dire c'est que j'évoque aussi quelque part dans ce film le côté hautain de l'Occident dès lors qu'il regarde l'étranger, et en l'occurrence ici dès lors qu'il regarde la Chine. Je n'oublierai jamais qu'à l'entrée des parcs de Shanghai, par exemple, Malraux raconte ça, le grand écrivain Malraux raconte ça, il y avait des panneaux où il était écrit « Interdit aux chiens et aux Chinois ». Quelle humiliation, quelle infamie, quelle infamie. Donc ce film-là veut faire un petit peu un sort à tous ces a priori tout à fait insupportables.
Voilà, donc il s'agit de regarder l'histoire avec sérénité, avec honnêteté quand même, de s'émouvoir. Ce n'est pas un film didactique dans le sens strict du terme. On apprend des choses puisqu'il y a des faits d'histoire qui sont évoqués ou rappelés, mais il s'agit aussi d'un regard, allez, ça a été ma motivation, en tout cas, empreinte d'humanité et de poésie malgré tout, parce qu'in fine, l'espoir persiste. L'histoire de l'émancipation humaine, la fraternité, c'est quelque chose qui est toujours à l'ordre du jour, selon moi. Voilà, et ça, c'est vraiment très important. L'avenir est toujours là. Et il peut être beau. Jean-Christophe Yu, donc cet avenir qui redevient radieux pour une partie des Chinois, est-ce que vous avez envie de le partager, d'y retourner, enfin d'aller à la source un peu de votre famille? Je l'ai déjà fait. Je ne sais pas si les choses sont radieuses en Chine, s'agissant de la Chine en particulier aujourd'hui. J'aurais forcément, comme beaucoup de gens, des choses à dire et des questions à poser. Voilà. Maintenant, je suis déjà allé en Chine et c'est un pays qui forcément m'interpelle. Ma famille est toujours là. Les anciens sont en train de partir, ont déjà presque tous disparu malheureusement. J'ai toujours des cousins, des petits cousins là-bas, que je me réjouis de retrouver un jour ou l'autre. Le film sera peut-être un jour présenté en Chine, sait-on jamais. Ça c'est un espoir. C'est un film qui ne règle des comptes avec personne, vraiment. C'est un film qui peut parler à tout le monde et beaucoup de Chinois et beaucoup d'Européens peuvent s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. C'est un film serein quelque part aussi, qui veut dépasser ce qui s'est passé. Les rendez-vous fondamentaux restent possibles, restent là à disposition de tous. Voilà, donc Jean-Christophe Yu, on souhaite bon vent et un avenir prospère à ce film sur la piste de Yubin, espérant qu'il sera un jour présenté effectivement, pourquoi pas dans les alliances françaises ou par les alliances françaises au public chinois en Chine. Oui. Je l'espère vivement. Ce serait une manière aussi, quelque part, là c'est vraiment plus personnel, de rendre hommage à Yubin et de son voyage à l'époque de Chine en Europe. C'est une manière de retourner rendre hommage à mon grand-père. Mais là c'est très personnel ce que je vous dis là. Mais j'espère vivement. Jean-Christophe Yu, merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres aventures peut-être d'ailleurs. Merci vivement, merci beaucoup. Voilà, c'était Jean-Christophe Yu autour de ce film extraordinaire pour ma part, je le trouve vraiment, sur la piste de Yubin. Un film que vous pourrez peut-être d'ailleurs voir à Paris, si vous passez à Paris ou si vous êtes à Paris. C'est samedi 12 mars à 18h et le cinéma, c'est le 32 Ciné, rue Saint-Yves, dans le 14e, métro Alésia. Voilà, samedi 12 mars 18h, pourquoi pas. Le métro Alésia, bon, vous voyez un peu où c'est, et le 32 Ciné, c'est dans la rue Saint-Yves, donc il y a un téléphone éventuellement pour des informations, 06 71 55 09 05, je répète, 06 71 55 09 05. Voilà, cette interview a été enregistrée hier par téléphone.